Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Un week-end d'hiver et une semaine à venir qui s'annonce une nouvelle fois froide et enneigée. Nous ferons le point sur la situation ce soir avec des chutes de neige à Clermont-Ferrand mais également dans le Morbihan. Le froid qui suscite, vous le verrez, l'inquiétude pour les plus démunis. L'Union européenne est au chevet ce soir de l'Irlande. Les 27 ministres des Finances se sont réunis à Bruxelles. Ils se veulent rassurants pour l'avenir du Portugal ou de l'Espagne. L'Elysée dément catégoriquement que la France soit menacée. Nous irons à Bruxelles dans un instant. À suivre dans ce journal la première réaction de la ministre de l'économie, Christine Lagarde. Qui de Laurent Gbagbo ou d'Alassane Ouattara sera le prochain président de la Côte d'Ivoire? Le scrutin s'est déroulé aujourd'hui et cela dans un climat de tension. Dépouillement sous surveillance. Nos envoyés spéciaux sont à Abidjan. C'est une affaire troublante qui est également ce soir à la une de l'actualité, celle d'un père placé en garde à vue pour abandon matériel et moral de mineur. Celui-ci avait laissé en pleine nuit sa fille dans sa voiture alors que lui était en boîte de nuit. Elle était sortie du véhicule, elle était extrêmement frigorifiée. Un dimanche de sport, nous reviendrons sur la leçon de rugby australienne hier soir au Stade de France face aux 15 tricolores. Les résultats également de la Ligue 1 de football, victoire de Toulouse et de Sochaux cet après-midi. L'OM a pris le pouvoir, Lille est en embuscade et le PSG se déplace ce soir à Lyon. Enfin, la page cinéma avec le box-office et puis nos invités avec la sortie de Mon Pote mercredi prochain. Après Le Cœur des Hommes, Marc Esposito filme une autre forme d'amitié, une histoire simple. Pas si simple, avec nous, les deux potes, Édouard Baird et Benoît Magimel. A tout à l'heure. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. On commence donc par le froid et les chutes de neige qui, après une accalmie, ont repris ces dernières heures sur certaines régions du pays. De la neige dans le Morbihan où 1200 foyers sont même privés d'électricité, mais également à Toulouse, Clermont-Ferrand ou encore dans le Nord-Pas-de-Calais. Premier tour d'horizon ce soir avec Lionel Feuerstein. Il a neigé à gros flocons ce matin sur Poitiers, comme sur une bonne partie de l'ouest de la France. 5 à 10 cm par endroit. En Bretagne, l'événement est plutôt rare. Il faut remonter à 1980 pour avoir autant de neige à la fin d'un mois de novembre. Conséquence, dans le Morbihan, de nombreux foyers ont été privés d'électricité. Des techniciens de RDF ont été appelés en urgence. Actuellement, nous avons encore 7 à 800 clients qui restent sans électricité et nous faisons tous les efforts possibles pour réduire au maximum ce soir le nombre de clients concernés. Dans l'Aveyron, les routes secondaires commencent à être progressivement dégagées par les services techniques. Il faut dire que pour certains habitants, l'approvisionnement en nourriture commençait à être problématique. Et le boulanger qui passe ici, le boulanger, le fromager, tout ça. Et avec la neige Ah ben ils viennent bien, mais ils viennent rien qu'au bout du village. Et des fois au fond du village, il faut aller le chercher là-haut. Alors on se débrouille entre voisins. Selon Météo France, quelques chutes de neige sont encore à prévoir à partir du milieu de la semaine prochaine. Les températures négatives, elles, devraient également persister. De la neige qui provoque quelques difficultés de circulation cette fin de week-end, mais c'est surtout le froid qui persiste et qui mobilise les associations qui tentent de venir en aide aux sans domicile fixe. Le 115 est déjà souvent submergé d'appels. La situation des plus démunis qui devient encore plus douloureuse avec le froid. Illustration de tout cela dans l'Essonne, à Itteville précisément, où une cinquantaine de familles vivent à l'année dans un camping. Elisa Hélin et Arnaud Jacques. Cet homme s'apprête à passer son 5e hiver dans sa caravane. Alors pour vaincre le froid, Gérard Mandin doit s'organiser. Bon ben voilà, vous êtes chez moi, une caravane de 6,50 m avec un chauffage pétrole, j'ai mon petit confort aléatoire. À 52 ans, il travaille mais son salaire ne lui permet pas de louer un logement. Et voilà, c'est parti. Dehors, le thermomètre affiche 2 degrés. Gérard Mandin doit allumer son poêle, mais dans une caravane, cet appareil est risqué. Je crains pas le froid, je crains l'incendie. L'incendie, ici, une caravane, ça brûle en 3 minutes. Il suffit d'une étincelle, d'un fil... Allez, bien, Loulou. Dans ce mobil-home voisin, se protéger du froid est aussi la préoccupation de cette famille. J'ai un poêle à pétrole dans ma cuisine et un autre dans mon salon, qui chauffe aussi les chambres. Voilà, ici, il est là. La salle de bain, mais ça coûte cher. Pour cette maman, dans ces conditions, veiller au confort de Grégory, son fils, est une surveillance de tous les instants. Avec mon fils, c'est pas évident parce qu'il a 2 ans. Donc lui, il peut pas me dire s'il a froid, s'il a chaud. Donc c'est à moi de surveiller s'il a froid, s'il a chaud. Et puis essayer de voir, de bien l'habiller, de chauffer bien la nuit. Je me lève même des fois la nuit pour voir si la température elle est correcte. Dans ce camping et ces habitations précaires, une cinquantaine de familles va vivre un hiver arrivé pour eux bien trop tôt.
Et puis sachez que l'hiver s'installe puisque la semaine qui vient ressemblera à la précédente, lundi, mardi, mercredi et jeudi prochain. Température hivernale et risque de chute de neige, vous le voyez. Plus de précision tout à l'heure avec Laurent Romeshko. Dans l'actualité également ce soir, cette affaire, une affaire, vous allez le voir, forcément troublante. Un père de 36 ans a été placé en garde à vue près de Colmar, dans le Haut-Rhin, car celui-ci avait laissé dans la nuit de vendredi à samedi sa petite fille de 4 ans dans sa voiture, et cela alors que lui était en boîte de nuit. Yvan Macot, Antje Stahlschmidt. Une fillette de 4 ans et demi frigorifiée errant sur le parking de cette boîte de nuit. C'est ce qu'a découvert un passant vers 3h30 du matin dans la nuit de vendredi à samedi. L'enfant attend depuis plus de 2h30 son papa qui est tout simplement parti danser. Cette fille était transie de froid, elle était en pleurs, donc il a récupéré cet enfant et s'est dirigé vers la boîte de nuit. Et là, le papa s'est manifesté et donc a voulu récupérer sa fille et quitter les lieux. L'homme de 36 ans est fortement alcoolisé. Il affirme qu'il sort de temps à autre pour voir si tout va bien. Interpellé, il a été présenté ce matin au parquet. Séparé de la mère, il avait la garde de sa fille mais a expliqué qu'il traversait une période difficile. Il a des soucis professionnels, etc. Et donc il n'a pas voulu se priver d'une soirée en emmenant quand même sa petite. Et après coup, il voit qu'il a tout faux, quoi. Enfin, je pense qu'il a pris conscience qu'il aurait dû tout à fait agir autrement, quoi. Laissé en liberté sous contrôle judiciaire, l'homme sera jugé début décembre pour abandon de famille. Il encourt 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. La petite fille, elle, va bien, hospitalisée en observation. Elle a pu voir ce matin sa mère, qui rencontre des difficultés matérielles et n'a donc pas pu la récupérer. L'enfant a été placé provisoirement dans un foyer d'accueil. Autre titre de l'actualité, il est économique et c'est la situation de l'Irlande qui est au cœur de discussions des ministres des 27 à Bruxelles. Il faut à la fois sauver le soldat irlandais au bord du gouffre, mais aussi rassurer après les soupçons qui pèsent depuis plusieurs semaines sur la situation du Portugal ou encore de l'Espagne. On prend tout de suite la direction de Bruxelles. Bonsoir François Bedonnet. Alors François, où en est-on? On s'est accordé sur une enveloppe de 85 milliards d'euros, c'est cela? Exactement, l'Irlande va bien recevoir 85 milliards d'euros. La décision a été prise il y a quelques minutes à peine par les ministres européens des Finances lors de cette réunion extraordinaire. Cela va permettre à Dublin de sauver ses banques de la faillite. Et sur ces 85 milliards, les 3 quarts seront de l'argent européen. Le quart restant donc proviendra du Fonds monétaire international, le FMI. Alors les Européens n'ont pas parlé que de l'Irlande aujourd'hui à Bruxelles. Il leur fallait absolument se mettre également d'accord sur un mécanisme de sauvetage qui soit durable pour éviter bien sûr ces crises à répétition. Et la nouveauté, Laurent, c'est que pour la première fois, ils ont décidé qu'à partir de 2013, ce ne sont plus seulement les États qui se sauveront entre eux, mais les banques privées responsables de la crise seront elles aussi sollicitées. Nous avons rencontré Christine Lagarde et voici ce qu'elle en dit pour France 2. C'est un mécanisme qui s'appliquera selon le même genre de principes que ceux que le Fonds monétaire international applique, notamment pour l'examen de la participation du secteur privé et uniquement à l'égard des pays qui, par circonstances exceptionnelles, se trouveraient en situation d'insolvabilité. Donc je crois que c'est un texte qui est évidemment technique, mais qui, dans ses principes, me paraît très clair. Pas d'inquiétude sur la France? Non, pas du tout. Et oui, car l'idée, c'est bien de stopper la contagion au Portugal, à l'Espagne et pourquoi pas, en effet, à la France. Les Européens seront, dès cette nuit, à l'ouverture des bourses en Asie, s'ils ont gagné. François Bedonnet en direct de Bruxelles. Merci François. On reste à l'étranger, direction cette fois Rio, et jamais peut-être les forces de sécurité brésiliennes n'avaient lancé une telle offensive contre les narcotrafiquants. Elles ont une nouvelle fois attaqué un de leurs bastions aujourd'hui. Pour quel résultat? Eh bien on voit cela avec Claude Sampère. Les soldats et la police qui réussissent à entrer dans les favelas d'Olemao, une zone de bidonville considérée comme une des plus dangereuses de Rio. C'est l'image symbole aujourd'hui qui illustre l'apparente victoire des autorités face aux trafiquants de drogue. Plusieurs membres des gangs armés ont été arrêtés après une offensive éclair. Les premiers échanges de tirs ont eu lieu à l'aube. 2600 soldats, des parachutistes, des fusiliers marins, des troupes de la police appuyées par des blindés ont attaqué ce groupe de favelas au nord de Rio. Ces quartiers pauvres sont le repère de plusieurs gangs armés. Une drôle de guerre sous l'œil des habitants, pris parfois entre les tirs croisés. Des faits d'armes retransmis en direct à la télévision brésilienne.
Côté trafiquants, les différents groupes semblent vouloir s'unir pour riposter. Si vous prenez un animal et que vous le collez contre un mur, il va se défendre et vous attaquer. Mais ce soir, l'armée et la police ont planté le drapeau brésilien sur le point le plus haut de la favela reconquise. Le Brésil doit organiser en 2014 et 2016 la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques. La guerre contre les gangs n'en est qu'à ses débuts. Le suspense maintenant en Côte d'Ivoire. Qui sera le futur président du pays? Les partisans de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara retiennent leur souffle. Le second tour de l'élection présidentielle avait donc lieu aujourd'hui. Et à Abidjan, la tension est toujours là entre partisans de chaque camp. L'ambiance aujourd'hui avec nos envoyés spéciaux Dominique Derda, Frédéric Ranck et Sylvain Paral. Ses partisans sont toujours aussi enthousiastes, mais alors qu'il arrive à son bureau de vote sur les hauteurs d'Abidjan, Laurent Gbagbo a la mine des mauvais jours. Lui qui espérait l'emporter au premier tour se retrouve au second dans un face-à-face qui est loin d'être gagné d'avance. Hier, le président sortant a décrété un couvre-feu toutes les nuits de 22h à 6h du matin. C'est pour prévenir les violences, dit-il, qu'il a pris cette mesure d'exception que lui seul pourra lever. Alassane Ouattara, son rival, a bien cru avoir obtenu la garantie que Laurent Gbagbo ferait marche arrière. Je suis heureux aussi qu'à l'issue de notre rencontre d'hier, le chef de l'État ait accepté de lever le couvre-feu à compter de ce matin. Mais il s'est trompé. Laurent Gbagbo accordera bien quelques laissez-passer, mais il ne cédera pas. Samedi après-midi, non loin d'ici, dans ce quartier d'Abobo, 3 militants de l'opposition qui protestaient contre l'instauration du couvre-feu ont été abattus par les forces de l'ordre. Ce matin, à l'ouverture du scrutin, tout est calme. Nous voulons un président qui peut nous gouverner en paix. C'est tout ce que nous voulons, pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. C'est tout ce que nous cherchons. Les Ivoiriens, semble-t-il, sont venus moins nombreux que le 31 octobre dernier pour déposer leur bulletin dans l'urne. Mais tous partagent le même espoir qu'après 11 années de troubles, cette élection enfin marque le début d'une ère nouvelle, le retour au calme et à la prospérité. Et preuve que ce scrutin est complexe, les votes d'une grande partie des Ivoiriens de France ont dû être annulés pour des raisons, pour le moment, encore assez confuses. Et puis on votait également aujourd'hui à Haïti, 5 millions d'électeurs qui devaient choisir leur président et leur parlement. La tâche qui attend les nouveaux élus sera en tout cas immense. Le pays est, vous le savez, toujours meurtri après le séisme de janvier dernier. Haïti qui est aussi actuellement en proie à une épidémie de choléra. Les Suisses, de leur côté, étaient une nouvelle fois appelés à se prononcer via un référendum. Vous le savez, là-bas, les questions directement adressées à la population font l'objet régulièrement de votes. On se souvient de celui qui valida l'arrêt de construction de minarets. Eh bien, aujourd'hui, la population a cette fois soutenu la proposition d'expulsion automatique de tout étranger qui ferait l'objet d'une condamnation criminelle. Sur place, Samassoula et François Renaud. Les affiches chocs du mouton noir chassé par les moutons blancs marquent le territoire. C'est ici que la droite nationaliste suisse fête la victoire. Les Helvètes ont dit oui au renvoi systématique d'étrangers ayant commis un crime, viol, meurtre, mais aussi arnaque à la sécurité sociale. Avec ou sans cravate à mouton, c'est sans complexe que l'on défend ici ce choix. Les étrangers criminels, les brebis galeuses qui posent problème chez nous, c'est dehors. S'ils viennent ici en faisant leur propre loi, en disant que ils peuvent tuer, ils peuvent voler, ils peuvent violer, non. L'homme au catogan que tout le monde applaudit, c'est Oskar Freisinger, une des figures de la droite nationaliste à l'origine du référendum. L'interdiction des minarets il y a un an, c'était son idée. Cette fois, ce sont les criminels étrangers incarnés par Yvan S., venus d'Europe de l'Est. Je pense qu'on va pouvoir expulser 700 à 800 criminels par année de plus, ce qui est quand même appréciable. Ça fait tant de viols, de braquages en moins. Un discours ultra simpliste qui a trouvé écho. Dans ce canton du Valais, il y a moins d'étrangers que la moyenne nationale qui est de 21% et la criminalité y est très faible, mais le oui l'a largement emporté. On se défend quelque part. On se défend, enfin on est un petit peuple à côté et c'est notre droit de faire en sorte qu'on puisse vivre comme tout le monde. Après l'interdiction des minarets, ce vote interroge sur les tentations xénophobes des Suisses. Avec l'augmentation des flux migratoires, il y a beaucoup plus de mouvements de population, il y a beaucoup plus d'échanges et une partie de la population a peur de perdre ses acquis, a peur de voir l'insécurité augmenter.
En votant oui aujourd'hui, les Suisses réaffirment leur volonté d'une politique plus nationaliste, quitte à écorner leur image à l'étranger. Allez, on prend maintenant la direction de Washington alors que les autorités américaines s'apprêtent à découvrir sur le site Wikileaks les dernières révélations de ce site internet qui entend diffuser dans les prochaines heures de nouveaux documents classés secret défense, documents diplomatiques qui suscitent bien évidemment l'inquiétude des services secrets américains. On retrouve notre correspondante Maryse Burgot. Bonsoir Maryse. Alors Maryse, est-ce qu'on doit s'attendre une nouvelle fois à des révélations spectaculaires? Et autre question, d'où viennent ces révélations? Bonsoir Laurent. Ce qui est sûr, c'est que ces documents sont assez énormes puisqu'ils représentent en fait 3 années de messages diplomatiques américains. C'est en clair tout ce que par exemple l'ambassade des États-Unis à Londres a envoyé pendant 3 ans à ses interlocuteurs ici à Washington. Alors on y apprend par exemple que l'Allemande Angela Merkel est considérée par les Américains comme quelqu'un qui ne prendrait jamais aucun risque. On y apprend aussi par les fuites que l'on a déjà que le très peu d'estime dans lesquelles tiennent les Américains, des gens comme le Britannique Gordon Brown ou encore James Cameron. Bref, selon une très belle formule inventée aujourd'hui par un diplomate italien, c'était une sorte de 11 septembre diplomatique et les répercussions semblent être assez importantes puisque tout le week-end, les Américains ont passé leur week-end à appeler différents leaders dans les pays européens pour tenter de parer à ce choc de ces révélations du site Wikileaks. Affaire à suivre. Merci Maryse Burgot en direct de Washington. La 26e campagne des Restos du Cœur commencera demain un peu partout en France. L'an dernier, 100 millions de repas avaient été distribués. Cette année encore, certains s'interrogeront, y aller ou pas. Voici ce soir le témoignage d'une mère de famille. Elle a 4 enfants et elle habite dans le nord de la France. Marianne Masse, Patrick Burston. Nathalie, 41 ans, vit seule avec ses 4 enfants. Les restos pour elle, un indispensable. La première fois que j'y suis allée, en fait, j'ai pris sur moi parce que je me suis vraiment trouvée dans le besoin. Et comme j'avais 4 enfants à nourrir, je n'ai pas pu faire autrement que de devoir y aller pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Bon les garçons, vous venez mettre votre manteau, on va aller faire des courses. Ce qui m'a plu beaucoup, en fait, c'est les bénévoles, leur gentillesse. Et le fait qu'ils nous écoutent aussi. Donne pas la main, bah je te tiens quand même. Une aide qui lui a permis de ne plus culpabiliser vis-à-vis de ses enfants. Je leur ai expliqué, ils comprennent très bien la situation et ils savent très bien qu'on n'est pas les seuls à avoir des besoins. Un quotidien sous contrôle. Allez. Une fois les charges payées, Nathalie vit en permanence, avec une calculatrice dans la tête. C'est au jour le jour. Avec ce qui me reste, il faut toujours contrôler ce qui me reste pour pouvoir acheter quelque chose. Même pour une baguette, c'est toujours à 1 centime près. Nathalie sera présente dès l'ouverture des restos. Pour elle, une aide précieuse, presque une nouvelle famille. J'ai encore besoin d'eux pour y arriver. En espérant qu'un jour, on n'aurai plus besoin de devoir y aller. Un sommet de plus sur le réchauffement climatique et un échec de plus ou pas. À partir de demain, 194 pays seront réunis à Cancún, au Mexique, afin de faire progresser concrètement la lutte contre le réchauffement de la planète. Le problème est qu'il y a 1 an, le sommet de Copenhague était celui de l'espoir et il avait accouché d'une souris. En tout cas, le problème est toujours là. C'est ce qu'on voit avec Gilles Marinet et Chloé Cormery. Il y a seulement 10 ans, aucun bateau ne serait passé à cet endroit. Mais chaque été, la banquise de l'océan Arctique se disloque et fond davantage. Ici, la température s'emballe. Ailleurs, la sécheresse frappe des régions agricoles, les canicules se multiplient. Phénomène isolé ou changement profond, y a-t-il réchauffement? En 150 ans, la température moyenne a augmenté de 0,8 degrés, surtout à partir des années 60, il y a réchauffement. Donc on a les températures qui changent, on a aussi le cycle de l'eau qui change et enfin le niveau des mers qui continue à monter avec un rythme depuis une quinzaine d'années plus marqué qu'avant, autour de 3 et quelques millimètres par an. Selon l'étude des particules atmosphériques piégées dans les couches de glaces anciennes, nous vivons actuellement la période la plus chaude globalement depuis 800 000 ans. Quelle est l'origine du réchauffement? Pour l'Académie des sciences, dans un récent rapport, le coupable, c'est le CO2. Cette augmentation est principalement due à l'augmentation de la concentration du CO2 dans l'atmosphère. Autre conclusion du rapport, cette production de CO2 en pleine accélération est due notamment à notre consommation de pétrole et de charbon. L'histoire de l'augmentation du CO2, en fait, c'est l'histoire de l'utilisation
des énergies fossiles par l'homme. Et l'augmentation s'est beaucoup accélérée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a fait augmenter le CO2 d'à peu près 30%, un peu plus dans notre atmosphère. Quelles prévisions pour le futur? Aucune certitude, seulement des scénarios. Optimiste, avec le maintien des émissions de CO2 au taux actuel, on en resterait à 2 degrés d'augmentation d'ici la fin du siècle. Pessimiste, 4 à 6 degrés si rien n'est fait. Difficile enfin d'estimer l'ampleur des changements sur le climat, un sujet sur lequel les scientifiques sont encore très divisés. Il est 20h19 à suivre dans un instant l'énigme qui entoure la disparition d'un père avec ses 2 enfants au large de Tahiti. Une affaire qui rappelle, vous le verrez, celle du docteur Godard il y a quelques années. Un dimanche de sport et le 15 de France saura-t-il se relever de la leçon de rugby reçue par l'Australie hier soir au Stade de France? Le football et la Ligue 1, l'OM prend le pouvoir et attend le résultat du Paris Saint-Germain ce soir à Lyon. Et puis le cinéma avec 2 invités pour un film, Mon pote, réalisé par Marc Esposito, qui avait signé Le cœur des hommes. Devant sa caméra, Édouard Baird et Benoît Magimel. On les retrouvera tout à l'heure. Mais avant cela, cette histoire et le désespoir d'une famille. Une mère s'interroge depuis 6 mois qu'est devenu son mari, dont elle était séparée, mais également que sont devenus ses 2 enfants. Ils habitaient tous Tahiti et auraient disparu en mer. Seulement, celle-ci ne croit pas dans ce scénario. Elle et ses parents, qui vivent actuellement dans le Morbihan, évoquent une machination et un enlèvement d'enfants. Reportage Tanguy Kermarek et Gabriel Camilla. On regarde cela. La pharmacie des époux Le Gall est devenue leur quartier général. Ils passent quotidiennement 2 heures, dimanche compris, à essayer de faire progresser l'enquête et réconforter leur fille Vanessa, sans nouvelles de ses 2 enfants depuis maintenant 6 mois. C'est important parce qu'on fait tout pour retrouver Gaël et Arthur. Il me manque énormément, c'est clair. Il y a une partie de moi qui est partie avec le bateau et en même temps, je trouve qu'il me donne une force extraordinaire. Justement pour les retrouver. Le 4 juin dernier, 2 mois après son divorce, Dominique Petit, l'ancien mari de Vanessa et skipper chevronné, largue les amarres à Tahiti. Les enfants sont à ce moment-là sous sa garde. Un pêcheur dira avoir vu un voilier sombrer à 5000 des côtes. Pour lui, c'est une épave qui a coulé. Ça ne ressemble pas du tout au bateau de Vanessa. Il n'a pas vu l'éolienne, il n'a pas vu les panneaux solaires, il n'a pas vu la jupe barrière, il n'a rien vu du tout. Enfin, la famille demande à la justice de sonder la zone du naufrage pour identifier l'épave, car elle est convaincue que le père de Gaël et Arthur a mis en scène sa disparition. Avant de partir, préparer, on fait le plein de gasoil, on fait le plein d'eau, le plein de nourriture, absolument tout pour partir en croisière, et surtout vider ses comptes en banque et partir avec de l'argent liquide. C'était pas une préparation suicidaire. Des avis de recherche ont été distribués en Polynésie, mais aussi au Chili ou en Australie, là où le voilier aurait pu accoster, car ils en sont persuadés, leurs petits-enfants sont vivants, quelque part. Un dimanche de sport, avec tout d'abord cette défaite que le 15 de France aura certainement du mal à oublier. Défaite 59-16 face à l'Australie au Stade de France. Le football et la Ligue 1 avec l'OM qui s'installe en tête du championnat. Et puis du ski avec la jeune Française Tessa Worley qui s'impose dans le Colorado. Aaron Tanzit. C'est le sourire du week-end. Tessa Worley remporte le slalom géant d'Aspen aux États-Unis. Un grand moment de bonheur pour la petite puce française d'1,57 m. Sa 3e victoire de sa toute jeune carrière. À 21 ans, la skieuse du Grand Bornand ne perd pas de temps. Football. À Auxerre, Toulouse en maillot noir l'emporte 2-1. Bratton et Santander marquent pour les Toulousains. Dans l'autre match de l'après-midi, Sochaux est allé corriger Caen, 3-0 dans un championnat dominé par Marseille. Vainqueur hier de Montpellier 4-0. En attendant la rencontre de ce soir entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Il va falloir se bouger un petit peu les fesses, entre guillemets, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. À 9 mois de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, le rugby français est en lambeaux. Étrié hier soir au Stade de France 59-16 par l'Australie, encaissant la bagatelle de 7 essais, les Bleus concèdent la plus lourde défaite de leur histoire à domicile. Le traumatisme est profond. Prochain rendez-vous en février pour le tournoi Destination. Les gens nous regardaient un petit peu bizarrement. Ça y est, on est les étrangers qui vont essayer de ramener la coupe en France. Des Français arrivés à Belgrade pour affronter la Serbie à partir de vendredi. Devant le chaud public serbe, les mousquetaires tricolores visent une 10e Coupe Davis. La mission ne va pas être facile. Le cinéma, et tout d'abord, voyons quel est le film qui est arrivé en tête du box-office cette semaine. Eh bien,
Sans surprise, c'est Harry Potter et les reliques de la mort, 7e et dernier volet de la saga du célèbre sorcier. Un dernier épisode dont la deuxième partie sortira l'été prochain. Nos invités maintenant, Édouard Baird et Benoît Magimel, sont à l'affiche du dernier film de Marc Esposito qui sortira mercredi. On se souvient du succès du Cœur des hommes. Et bien le réalisateur a voulu une nouvelle fois filmer l'amitié. Cela s'appelle Mon pote, histoire d'une main tendue d'un journaliste automobile vers un détenu en quête de rédemption. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Laurent Delahousse. J'imagine, Édouard Baird, que vous envisagez le même succès que Harry Potter avec ce film. Oui, mais Benoît joue dans Harry Potter et c'est pour ça qu'on s'est beaucoup inspiré de l'histoire. C'est le Harry Potter français, mon pote. Allez, une histoire beaucoup plus simple. Une histoire plus simple, une histoire à hauteur d'homme, une histoire d'amitié, une amitié un peu incongrue, un peu étonnante. Un directeur de publication, fan de sport automobile, et puis un détenu, vous, Benoît Magimel, qui lui est passionné d'auto, mais il a plutôt l'habitude de les braquer. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est une histoire inspirée d'une histoire vraie qu'a vécu le réalisateur. Voilà. Et une histoire d'amitié, l'histoire d'un homme qui tend la main à un autre. Une belle histoire, belle histoire. On va regarder quelques images, les premières images du film, une histoire simple. Ça va être compliqué ce soir, je le sens, je ne sais pas pourquoi. On regarde tout ça, c'est Marie-Jo Jouan qui nous raconte le film, Jean-Marie Lecartier, et on retrouve les deux qui sont à côté de moi juste après. Regardez. C'est votre première visite dans une maison d'arrêt. Je vous présente Monsieur Victor Gallien, directeur et fondateur d'Automagazine. C'est vraiment gentil à vous d'être venu. Merci beaucoup. Cher Victor, comme vous, les autos, c'est ma passion. Si vous m'engagez, j'obtiendrai le régime de semi-liberté. Donnez-moi ma chance. Allons-y, action! Du vécu. Marc Esposito s'inspire de son amitié il y a quelques années avec un ancien détenu. Il l'avait engagé comme maquettiste lorsqu'il était directeur d'un mensuel de cinéma, une histoire de potes et de réinsertion. L'entrepreneur capable de tendre la main et d'engager un détenu, il y en a des milliers. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est de trouver des délinquants capables de se réinsérer et capables d'aller travailler au bureau tous les matins. T'as déjà buté quelqu'un? À ton avis? Si je te disais oui, tu pourrais m'engager? Non. Normal. Remarque, si tu rencontrais des mecs qui m'ont connu là-bas, peut-être qu'ils te diraient le contraire. Mais non, j'ai pas de sang sur les mains. Bon, on se rend compte que le bourgeois n'est pas si dans les clous que ça, et que le détenu est aussi un mec gentil qui aspire à avoir un pavillon à la campagne et tailler ses rosiers. Je peux plus retourner, Anna. Cette fois-ci, c'était trop dur. C'est un vrai conte de fées, cette histoire. Comment t'avais même pas changé les vitesses, putain? Oh là là, détends-toi ma poupée. Mais je suis pas votre poupée, d'accord? Un conte de fées si l'on considère que l'amitié entre hommes, c'est aussi pour le pire. Qu'est-ce que tu fous? Je m'amuse. Aussi bien les personnages que les mecs. C'est deux mecs que j'adore. Nous aussi, on aime ce nouveau tandem de cinéma. La preuve évidente que les hommes ont un cœur. Et je tenais à te remercier. Pour tout. Bon, on va peut-être pas se rouler une pelle, mon petit Nono. Arrête de m'appeler Nono. De l'humour aussi. C'est une connerie, je t'appelle comme je veux. Et moi aussi, je les aime bien, tous les deux. On va parler de ce film. C'est un conte de fées? Oui, non. C'est plutôt des liens qui se rapprochent progressivement entre deux hommes. Oui, en même temps, c'est comme un coup de foudre. C'est un coup de foudre d'amitié, mais moi j'y crois aussi. Je crois qu'on parle toujours dans la vie amoureuse, mais dans l'amitié aussi. Ça vous est déjà il y a arrivé? quelqu'un. Oui, parce qu'on n'est pas amis uniquement avec des gens qui aiment la même équipe de foot ou qui ont les mêmes goûts. On peut tout à coup, il y a quelqu'un dans l'œil, on a envie de lui filer ses clés 30 secondes après. Ça Alors, arrive. Marc Esposito, il a l'habitude de faire des films, enfin, en tout cas, il avait fait un film choral avec Le Cœur des hommes où il y avait plusieurs échanges entre les uns et les autres. Là, quand vous avez lu le scénario, vous avez bien compris qu'il y a vous deux et un peu le reste du monde quand même. C'est pas une pression particulière de savoir que finalement, c'est vous deux qui construisez quand même la narration du film. Non. Il y a nos femmes quand même, on est mariés, bien mariés sur le film, Diane Bonneau et Léonie Simagas. On s'en sort, on s'en sort. Non, c'est des rayons de soleil. En tout cas pour Bruno, sa femme, c'est vraiment son rocher, quoi. Il s'accroche et s'il décide de s'en sortir, c'est aussi pour elle, pour son gamin. Et c'est vrai qu'un film sur deux personnages, on sait que pendant 1h30, il faut qu'on croie, il faut qu'il leur arrive vraiment des choses, qu'ils changent d'humeur. Au contraire, c'est formidable pour des acteurs de dire qu'on va suivre l'évolution de deux personnages et être vraiment très centré sur eux. C'est un pari formidable. Et ça peut basculer d'un moment à l'autre parce que effectivement, vous l'ancien détenu, à un moment donné, vous décidez d'acheter un petit pavillon, de cultiver vos roses. On a des doutes, effectivement. Du début à la fin, on se demande est-ce qu'il va craquer, est-ce qu'il va retomber? Oui, il a peur de devenir le mouton dans le troupeau, en fait. Mais grâce au personnage d'Édouard qui lui explique effectivement que finalement, le vrai courage, c'est de se lever tous les matins et d'aller bosser.
On Moi, j'aime bien ce truc-là, pardon, ce truc qui dit l'aventurier du 21e siècle, c'est l'homme marié, père de famille et qui va au bureau. Parce que c'est vrai que les contes de fées d'enfants, ils terminent toujours, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Mais l'aventure, elle commence là. C'est ce qu'il essaye de lui expliquer aussi. Alors, dans ce film, c'est vrai que vous avez joué plein de rôles, mais on a l'habitude de vous voir sourire, rire. Là, vous êtes vraiment retenu. C'est un très joli rôle. Voilà. Bah, c'est un beau cadeau de Marc Esposito. J'ai mon rôle à l'Aventura, je suis content, je peux prendre. Vous avez votre rôle à l'Aventura. Non, c'est vrai, on se disait, nous, pendant tout le film, tournage, on dit, allez, on est Gabin et Ventura, on est entre ces films-là, les films de sauter. Alors, pour se donner du courage, on parlait un petit peu à la Gabin, de temps, oh, je lui dirais, tout on va y aller. C'est vrai que c'est des rôles d'hommes solides, quoi. C'est pas des vieux adolescents qui s'interrogent. Et ça fonctionne vraiment bien. Juste 2 questions d'actualité. D'abord vous, ça fait du bien de tourner dans un film qui fait 5 millions de spectateurs. Je parlais effectivement des petits mouchoirs. Ouais. C'est une histoire incroyable. Ouais, c'est formidable. Voilà, c'est encore une histoire d'amitié. Encore une histoire d'amitié. Faire ça avec des copains en plus, c'est encore mieux. Ce sont des films qui font du bien, c'est peut-être aussi pour ça. Édouard Baird. Si ça me fait du bien de paillettes. Non, non, la prochaine fois peut-être, j'en sais rien. Moi je regarde le film, une fois qu'il fait des entrées, j'y rajoute moi une scène dedans. La petite question pour vous, c'est apparemment vous allez jouer le rôle de François-Marie Bagné. L'affaire Liliane Bettencourt vous inspire-t-elle? Oui, peut-être. Oui, non, parce que je rêve de voir Jean Rochefort interpréter le rôle, mais c'est une longue... On touche du bois. C'est un long chemin. C'est du plastique, mais on peut toucher plein de choses, toujours agréable de toucher. Ça vous plairait, en tout cas? En tout cas, de faire jouer Liliane Bettencourt à Jean Rochefort, oui. En tout cas, merci beaucoup. Mon pote sort mercredi, film signé Marc Esposito. Et on ira voir ce film, bien évidemment. Ce rappel, ça fait aujourd'hui 334 jours que nos 2 confrères, Beguequier et Stéphane Taponi, ainsi que leurs 3 accompagnateurs, sont retenus en otage en Afghanistan. Nous pensons également aux 6 autres otages français retenus dans le monde. Voilà, avant de se quitter, je vous rappelle l'une des informations de ce dimanche. Eh bien, c'est la vague de froid qui va se poursuivre cette semaine sur la France. Des chutes de neige sont encore attendues et des températures négatives. Le froid qui suscite l'inquiétude pour les plus démunis. N'hésitez pas à appeler le 115 en cas d'urgence. Sortez couverts, un petit bonnet, une écharpe et une bonne semaine à tous les 2. Merci. Merci beaucoup. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, c'est Laurent Romeshko, justement, 20h35. Le comeback, Hugh Grant et Drew Barrymore. Demain, l'info, c'est dès 6h30 dans Télématin, 13h Élise Lucet. Et à 20h, bien sûr, David Pujadas. Passez une très belle soirée et à la semaine prochaine. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.